La ville se dressait au bout de lâcheté, comme à l'extrémité d'une laisse de pierre qui la tirait vers le large. Jamais la citadelle ne lui avait semblé aussi mystérieuse, pleine des secrets qui fermentaient derrière ses remparts. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle bibliothèque vagabonde qui fait halte à Saint-Malo, capitale des livres, le temps d'un week-end avec le festival Étonnant Voyageurs qui s'ouvre demain. Nous sommes installés dans l'hôtel d'Asfeld, la dernière demeure des Corsaires, un bâtiment qui a beaucoup inspiré notre invitée, la romancière Gwenaëlle Robert. Bonsoir, merci beaucoup de votre présence. Bonsoir. Vous venez de publier le dernier des écrivains dans la toute nouvelle collection Terre sombre des presses de la Cité. Il se déroule ici, à Saint-Malo. Dans quelle mesure cette ville a été source d'inspiration pour vous ? C'est d'abord un peu le principe de cette nouvelle collection qui s'appelle Terre sombre, c'était de faire rencontrer une plume et un lieu. Et donc, en ce qui me concerne, c'était évidemment la ville de Saint-Malo, puisque j'y vis depuis 8 ans maintenant. Et c'est vrai que ce qui m'avait séduit dans cette idée, c'était de pouvoir situer l'intrigue entre les murs de la cité corsaire, cité qui s'y prêtait très bien de par son histoire, qui était riche et qui permettait de faire surgir un petit peu des fantômes comme Chateaubriand, comme Surcouf, comme des corsaires, les Terre-Neuva, etc. Et d'autre part aussi parce que tout simplement, je crois que les villes closes comme Saint-Malo, celles qui sont comme ça ceintes de remparts, eh bien, ça suscite évidemment une imagination. On a toujours l'impression que ça cache quelque chose qui se passe entre ces murs, quelque chose d'inconnu pour ceux qui sont étrangers. Et donc, évidemment, ça favorisait le mystère nécessaire à l'élaboration de l'intrigue. Et cette demeure dans laquelle nous nous trouvons a eu aussi un rôle. Oui, parce que j'avais visité plusieurs fois, puisqu'elle est un des rares hôtels corsaires à avoir échappé au bombardement de 1944 et à être toujours debout. Et puis, elle est vraiment très représentative de ce que fut le mode de vie des armateurs au XVIIIe siècle. En particulier, lorsque j'avais visité les caves, puisqu'il existe plusieurs niveaux de caves ici à l'hôtel d'Asfeld, j'avais eu l'idée que dans ces caves aussi, probablement, avait pu se passer un certain nombre d'événements qui étaient propices à une intrigue policière. Et des caves qu'on retrouve dans ce roman. Alors, c'est l'histoire d'un écrivain malouin qui est lauréat du prix Nobel de littérature et qui est déposé par son attaché de presse à l'aéroport de Rennes pour arriver à Stockholm, sauf qu'il n'y arrive jamais. L'attaché de presse se met donc à enquêter sur cette mystérieuse disparition. Il y a beaucoup de rebondissements inattendus. Le polar, pourtant, ce n'est pas votre genre de prédilection. Vous avez plutôt une fibre historique. Vos 2 derniers romans étaient dans cette trame-là. Qu'est-ce qui vous a conduit à tenter cette aventure ? C'était une proposition pour la collection Terre sombre d'une part, et puis d'autre part, je crois que ça me séduisait beaucoup parce que même si j'étais pas moi-même lectrice de polar, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un petit peu comme dans le roman historique, une sorte de contrainte comme ça, de cohérence. Alors dans le roman historique, il y a la chronologie qui est imposée. Là, dans ce roman policier, c'était un cadre qui était resserré avec une nécessité d'intrigue cohérente et un rythme. Et finalement, moi, je m'épanouis assez bien dans les univers qui sont comme ça délimités par un certain nombre de contraintes. Donc, j'ai trouvé finalement que c'était très, très plaisant. C'est un roman policier un peu à part. Alors, il n'y a pas vraiment de cadavre, il n'y a pas de coupable, et puis il n'y a pas de policier. Ce qu'on recherche, plus qu'un cadavre, c'est un homme vivant. Et là, ça convoque évidemment toute la question du double, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu projeter sur cet homme, qui en plus a une vie publique, puisqu'il est écrivain, donc il a donné un certain nombre d'interviews, etc. Et puis ce qu'il était réellement et qu'on découvre à la faveur de sa disparition. Alors, est-ce que vous avez un modèle en matière de policier, justement ? J'ai beaucoup lu de Simenon, les Maigret, mais aussi les romans durs de Simenon. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup, d'une part parce qu'il y avait cette dimension psychologique que je voulais absolument retrouver dans le mien. Et ensuite, peut-être parce que chez Simenon, il y a ce côté un peu comme chez Balzac, la comédie humaine, avec un éventail très large, puisque ça va de Maigret et le clochard jusqu'à Maigret chez le ministre, quoi. C'est une première expérience, un défi en quelque sorte. Est-ce que cela vous a donné l'envie de la renouveler ? Oui, absolument, parce que j'ai trouvé que c'était, comme souvent, quand on exerce son imagination sur un thème, eh bien finalement, on finit par trouver très facilement des amorces d'intrigues, des indices, des personnages qu'on trouve curieux, qui auraient peut-être quelque chose à cacher. Et finalement, tout ça nourrit d'autres idées pour d'éventuels romans policiers à venir. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment d'ouvrir le tiroir des jeunes lecteurs avec une sélection spéciale Étonnant Voyageurs.
Commençons avec Mur d'eau, le livre des rêves impossibles. Le petit Yéti du Finistérien Alex Cousseau décrit ses rêves page après page et c'est tout un univers imaginaire et poétique qui se dévoile, illustré avec grand talent par Eva Offredo. Les planches de cet album, publié chez Seuil Jeunesse, seront à découvrir dans l'exposition Au cœur de la nature, présentée à la chapelle Saint-Sauveur, Intramuros. Autre invité du festival, le romancier Éric Senabre, installé à Roscoff depuis quelques années. Son tout dernier roman, Katsuro le Titan, destiné aux plus de 8 ans, entraîne les lecteurs au Japon, à la rencontre de deux grands-pères grincheux mais très originaux. L'un affirme avoir incarné dans sa jeunesse Godzilla et l'autre Ultraman. Pour leur rendre le sourire, leurs petits-enfants ont un projet un peu loufoque, leur permettre un tout dernier combat hors de la maison de retraite dans laquelle ils vivent. C'est publié chez Didier Jeunesse. Et enfin, une toute nouvelle série également à l'honneur ce week-end à Saint-Malo, celle imaginée par la romancière dinardaise Aurélie Valogne, qui s'adresse pour la première fois aux jeunes lecteurs. À ses côtés, un autre dinardais, l'illustrateur François Ravard. Et voici Clovis et son chien Oups, partis pour des aventures bretonnes lorsqu'ils sont en vacances chez papy et mamie. C'est drôle et plein de poésie avec un trait à la Sampé. Déjà 2 premiers titres à découvrir chez Flammarion Jeunesse. Gwenaëlle Robert, quelle place tenait la lecture dans votre enfance ? Elle était très importante parce que moi j'ai grandi à la campagne, dans un tout petit village, vraiment à l'écart de tout. Et je dirais que la lecture c'était quasiment la seule fenêtre sur l'extérieur. On n'avait pas la télévision, donc je m'évadais vraiment uniquement par les romans. Donc je crois que ça a joué un rôle immense parce que c'est vraiment ce qui a été pour moi une fenêtre ouverte sur un autre monde que le mien, qui était évidemment très restreint. Est-ce qu'il y en a un qui vous a plus marqué, qui a peut-être décidé de votre vocation ? Je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, j'avais été très marquée par ce roman qu'on lisait tous qui s'appelait Mon bel oranger, qui était un roman absolument bouleversant d'un enfant dans l'Argentine, un enfant pauvre en Argentine. Et je crois que je m'en souviens encore très bien. Je me souviens même de certaines phrases qui m'ont vraiment marquée. Poursuivons la discussion avec notre grimoire que je vous invite à attraper et vous allez y trouver quelques questions subsidiaires. Alors, écriture, enseignement. Alors voilà, c'est 2 facettes de votre personnalité. Vous enseignez et vous consacrez peut-être de plus en plus de temps à l'écriture. Comment l'un et l'autre s'équilibrent ? Comme j'enseigne les lettres, je dirais qu'il y a une continuité naturelle entre les œuvres que j'étudie ou que je fais étudier à mes élèves et puis celles que j'écris. C'est tout simplement une fascination d'une manière plus générale pour l'écriture et pour le fait de raconter des histoires. C'est ce que je préfère même dans l'enseignement, c'est transmettre des histoires qui, moi, m'ont touchée. Alors le suivant. Alors, livre adulte, livre jeunesse. Vous avez commencé par écrire des livres jeunesse ? Je crois que j'étais vraiment trop intimidée pour me lancer directement dans un roman de littérature générale et que finalement, la jeunesse, ça m'a permis de me désinhiber un petit peu et de servir aussi de marchepied pour aller ensuite vers une littérature plus générale. Merci. Alors, ouvrons maintenant le tiroir des libraires. Et aujourd'hui, c'est Cécile Collin de la librairie Nouvelles Impressions de Dinard qui partage avec nous son coup de cœur. J'ai choisi de vous parler du dernier roman de Jeanne Benhammer, La patience des traces. C'est l'histoire de Simon, il est psychanalyste en Bretagne. Il a voué sa vie à l'écoute de ses patients. Et un matin, à la faveur d'un bol cassé, les souvenirs affluent. Et il se rend compte que s'il a écouté patiemment toutes les histoires de ses patients, la sienne, elle est restée bien enfouie avec ses blessures. Il décide alors de partir à la quête de ses souvenirs et trouver la vérité. J'ai trouvé que l'écriture de Jeanne Benhammer se prêtait parfaitement à cette quête intérieure. Poursuivons avec notre rubrique 4e de couverture. Zoom aujourd'hui sur le tout premier roman du Rennais Baptiste Ledan qui est nominé pour le prix Ouest France Étonnant Voyageur. Je m'appelle Baptiste Ledan, j'ai 35 ans, j'ai grandi et vécu pendant longtemps à Rennes. J'étais à l'époque élève au lycée Chateaubriand quand j'ai été lauréat du prix du jeune écrivain pour une nouvelle qui s'appelait Le Cahier en 2003. Et presque 20 ans après, je publie mon premier roman, La vie suspendue, aux éditions Intervalle. Alors, c'est l'histoire d'un homme, Thomas, et d'une ville, La Ciotat, où il s'installe à la suite d'un drame personnel qui lui a vu perdre sa femme et ses enfants. Cette ville, La Ciotat, elle ressemble à toutes les autres, mais elle est située aux confins du monde. Elle est un peu étrange et isolée. Et Thomas est lui-même un peu étranger et isolé dans cet espace où il découvre assez rapidement qu'il y a une spécificité, c'est qu'on n'y meurt plus dans cette ville et on n'y vieillit plus.
Et donc, rapidement, on lui demande de résoudre un des problèmes de la ville et justement d'aider les gens à y mourir. Alors c'est à la fois très, voire trop ambitieux et un peu dérisoire, mais j'ai conçu cette histoire comme un remède contre la peur de la mort. En imaginant cette ville où on ne meurt plus, j'ai voulu montrer à quel point ce serait un cauchemar d'avoir un espace éternel, figé, où la mort aurait disparu, et montrer à quel point finalement la mort était importante dans nos vies. Thomas Fisher avait découvert l'Assiaté quand il était routier. Il se souvenait de son isolement et de la mélancolie qui s'en dégageait. Quand il avait cherché une destination, il avait pensé qu'ici, personne ne lui reprocherait sa solitude et sa tristesse. Il se rappelait aussi que l'alcool y était interdit. C'était la seule chance pour lui de rester en vie. Et vous, Gwenaëlle Robert, quel livre fétiche avez-vous apporté pour la Bibliothèque Vagabonde? Alors, j'ai apporté le tome 1 des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, parce que c'est vraiment un ouvrage qui se trouve à la croisée, je dirais, de trois passions qui sont pour moi la Bretagne, la littérature et l'histoire. Et en fait, j'avais découvert Chateaubriand la première fois que je suis venue à Saint-Malo. On s'était rendu avec mes parents sur sa tombe, qui se situe donc sur l'îlot du Grand B. Et devant cette tombe, et puis un petit peu fascinée par l'histoire de cet homme, par le côté aussi romantique du personnage, j'avais demandé à mes parents de m'offrir les Mémoires d'Outre-Tombe. Donc j'avais 10 ans et j'ai reçu ce cadeau d'anniversaire. Je n'ai évidemment absolument rien compris, mais en revanche, c'est sûr que ça m'a marqué parce que ça a vraiment marqué pour moi l'entrée dans une sorte de fascination pour la littérature et puis aussi pour cet écrivain. Je l'ai relu après avec un plaisir qui est lié d'abord au plaisir de la langue, qui est incroyable, et puis aussi de l'histoire, et de l'histoire transformée par la littérature, qui est aussi ce qui me guide un peu dans mes romans historiques. Je vous invite à le ranger dans les rayonnages de la Bibliothèque Vagabonde. Merci beaucoup, Chateaubriand, qu'on retrouve d'ailleurs très présent dans votre roman Le Dernier des écrivains. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, jetons un œil du côté du tiroir des rendez-vous préparés par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. Le salon Livre à Vannes se tiendra du 10 au 12 juin avec près de 200 auteurs attendus. Vous y serez d'ailleurs, Gwenaëlle Robert. Du 17 au 19 juin, autre week-end morbihanais dédié à la littérature avec la 2e édition de Carnac à l'ère livre. Et enfin, direction le Finistère du 24 au 26 juin pour le salon du livre jeunesse de Douélan. Et puis bien sûr, ce week-end, le Festival étonnant Voyageurs de Saint-Malo, 32e édition des retrouvailles, avec comme toujours une programmation extrêmement riche. La Bibliothèque Vagabonde va laisser pour l'été la place à la cabine de pages que vous retrouverez pour sa 3e saison tous les dimanches soirs de l'été dans votre journal régional. Premier numéro le 3 juillet. En attendant, n'hésitez pas à voir et revoir cette émission sur notre site internet. Vous y retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé. Merci aux propriétaires de l'hôtel d'Asfeld pour leur accueil ainsi qu'au Théâtre National de Bretagne. Maintenant, les spectateurs d'Iroise retrouvent leur journal local et moi, je vous donne rendez-vous le temps d'un générique pour Supplément d'Art.